الله سلمية 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 Message, it's only for international community and international opinion. In those days, you make demonstrations to claim our rights, our justice, our freedom. Why they kill us? Why they fired us? And when we make demonstration, why they kill people in Dara? Why? I asked why, and I want an answer. لقد فقدنا حبيبنا وزعيمنا وقائد مسيرتنا ابن شعبنا البار وحكيم أمتنا وسيد الرجال ورجل الدولة البارز. Syrie, 11 juin 2000. Une foule immense envahit Damas. Le président Hafez el-Assad, celui que les grands de ce monde appelaient le lion de Damas, vient de mourir. Tous les regards se tournent vers un jeune homme sans charisme, dégingandé et un peu gauche, au milieu de ce peuple en deuil. C'est Bachar el-Assad. Il a tout juste 34 ans. Il ressemble tellement à son père au même âge, même taille, même front haut, légèrement dégarni, et cette même moustache fine. C'est lui que Hafez a choisi afin de poursuivre son œuvre. En priant devant la dépouille de son père, Bachar pense sans doute à l'héritage politique qu'il va falloir assumer. Son père a su devenir un acteur central, incontournable même, au Moyen-Orient. Il a échoué par 2 fois dans son combat contre l'ennemi de toujours, Israël. Mais en revanche, il a su tirer son épingle du jeu de la terrible guerre civile du Liban. Une guerre qu'il a attisée pendant 15 ans. Et en 2000, il exerce un quasi-protectorat sur le pays du Cèdre. Sur la scène intérieure, Hafez a fait de son pays une des dictatures les plus secrètes et les plus répressives au monde, grâce notamment à la surveillance des fameux Mourabarat, les hommes des services de renseignement. Avec la mort du lion de Damas, la Syrie entre dans l'inconnu. يوم موت حافظ أسد كنت في مكتبي أشتغل Le jour de la mort d'Hafez el-Assad, je travaillais chez moi. Je reçois un coup de fil de ma belle-sœur et elle me dit « Regarde la télévision ». Puis elle a raccroché. J'ai été surpris. Alors j'ai allumé la télévision et j'ai appris la mort de Hafez. Ma belle-sœur n'avait pas osé, elle n'a pas eu le courage de me dire qu'il était mort. Et ça,
c'est la culture de la peur. Elle n'a pas osé me dire que Hafez al-Assad était mort alors que l'information était officielle. Il avait monopolisé tout le pouvoir. Il avait créé un système dans lequel tout tournait autour de lui. À l'époque, j'étais optimiste. En mourant, le despotisme allait peut-être disparaître. Pour cela, j'étais content. Le cauchemar qui pesait sur ma poitrine venait de s'en aller. Bachar, que fera-t-il une fois élu à la tête de la Syrie? Il paraît bien emprunté au moment où tous les dirigeants viennent lui présenter leurs condoléances. Heureusement, il y a les amis, les alliés fidèles du régime, le cheikh Nasrallah, le leader du Hezbollah, ou Mohamed Khatami, le président iranien. Jacques Chirac est le seul chef d'État occidental à avoir fait le déplacement. Qu'est-il venu faire à Damas? On ne sait pas comment ce régime va évoluer. Donc c'est une première étape. Un peu comme à une certaine époque, vous voyez, les dirigeants occidentaux allaient à des obsèques à Moscou, quand les dirigeants soviétiques mouraient les uns après les autres, en se disant peut-être que le successeur va être l'occasion d'un mouvement dans cette politique d'une ouverture nouvelle. Ça ne traduisait aucune adhésion particulière à la politique du pays en question. C'était une façon de prendre date et de chercher à parler. Les Israéliens s'interrogent aussi. Qui est donc ce jeune homme qui s'apprête à prendre la tête d'un pays avec lequel ils sont en guerre depuis plus de 50 ans? On a regardé la télévision dans la cérémonie de l'enterrement de son père. Il y avait, tout le monde, on a presque essayé de voir à travers la télévision ce que c'est ce monsieur. Bon, on n'arrive à rien. Alors que le corps de Hafez s'envole pour Kardaa, son village natal, pour y être enterré, en coulisses, le régime met la dernière main au scénario préparé dans les moindres détails pour permettre à Bachar de succéder à son père. Le Conseil du peuple modifie la Constitution et abaisse l'âge de candidature à la présidence de la République de 40 à 34 ans. Puis, Bachar est nommé général, commandant en chef des forces armées, élu secrétaire régional du parti Baas, le parti unique, et enfin désigné seul candidat à l'élection présidentielle. Tout cela en 2 semaines. Le pouvoir suprême est à portée de main. Mais le jeune homme se sent bien seul devant cette assemblée de caciques du régime qui l'applaudit comme elle a applaudi si souvent son père avant lui. Son père, Hafez al-Assad, était le vrai créateur de la Syrie moderne. Il a dirigé le pays pendant 30 ans. D'une certaine manière, il l'a façonné à son image. C'était un homme de décision. Bachar sait qu'il est fragile. Ceux que l'on appelle la vieille garde, ce petit cercle composé des plus proches collaborateurs de Hafez, attendent le moindre faux pas. Ils savent qu'il n'est qu'un leader par défaut. Ce n'était pas lui le successeur désigné, mais son grand frère, Bassel. Né en 1965, Bachar est le 3e des 5 enfants de Hafez et le seul des 4 fils à ne pas avoir choisi une carrière militaire. Il a préféré devenir médecin. Lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision française en 2009, il parlait de sa vocation avec des mots qui résonnent bien étrangement aujourd'hui. Quand vous travaillez dans le domaine de la santé, vous touchez à l'humain. Vous devez être très précis. La moindre faute, la moindre erreur peut mettre en danger la santé d'un être humain. Dans d'autres domaines, si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. C'est une erreur. On peut la corriger. Mais dans ce domaine-là, c'est très différent. C'est pour ça que pour moi, c'est une vocation. Après ses études à Damas, il s'envole pour Londres y suivre une spécialisation en ophtalmologie. Il reste 1 an et demi dans la capitale anglaise.
Cette expérience occidentale, rare au sein de l'élite syrienne, Bachar saura l'utiliser plus tard pour se construire le profil parfait du dirigeant moderne et libéral. Mais le 21 janvier 1994, sa trajectoire prend une direction imprévue. Son frère aîné, Bassel, se tue en voiture à Damas. C'était lui l'héritier désigné. Charismatique, sportif, il dirigeait la fameuse garde républicaine, sorte d'armée prétorienne du régime. Hafez décide de faire de Bachar son successeur, alors qu'il ne s'intéressait pas du tout à la politique. Le jeune homme intègre l'académie militaire de Homs. Son ascension est fulgurante, commandant d'un bataillon de chars en 1995, capitaine l'année suivante et colonel en 1999. Il renforce aussi son profil de jeune homme moderne en prenant la présidence de la Société syrienne d'informatique et en développant l'accès à Internet. Il gagne ainsi la sympathie de la bourgeoisie syrienne et des milieux d'affaires, les deux piliers de son futur régime. Surtout, son père l'envoie au Liban pour gérer l'épineux dossier des relations entre les deux pays. Le Liban devient le lieu du stage de Bachar al-Assad pour l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire son père le met, à part les autres dossiers internes, déjà l'apprentissage de la chose militaire et d'autres dossiers aussi, mais c'est surtout le Liban qui va être son terrain de stage. C'est là qu'il va faire ses dents, c'est là qu'il va faire son apprentissage. Depuis la fin de la guerre civile en 1990, la Syrie y exerce une domination totale. Politique, économique, sécuritaire et militaire. 35 000 soldats syriens y sont déployés. Bachar se rend régulièrement à Beyrouth et se lie d'amitié avec le général Laoud, le commandant en chef de l'armée libanaise. On s'est connus de près et il avait la même mentalité que le président Hafez Assad, mais plus moderne. Et vraiment, pour lui, depuis le début, quand j'étais commandant en chef, j'ai remarqué qu'il avait en tête tout le temps d'avoir de bonnes relations entre la Syrie et le Liban. Le Liban est alors l'arrière-cour des luttes de pouvoir existant au sein de la classe politique syrienne. Pour s'imposer à Damas, Bachar doit démontrer qu'il est le chef, ici, au Liban. Et une grande partie du pouvoir de Bachar al-Assad, en Syrie même, va se construire sur la défection de la cabale, on peut dire, si l'on peut dire, ou du clan syrien qui s'occupe du dossier libanais jusque-là. Ce clan est composé de membres de la vieille garde qui entoure son père. Bachar parvient à les écarter. Certains sont renvoyés en Syrie, d'autres restent à Beyrouth, mais acceptent son autorité. Cette partie-là de l'élite syrienne a partie liée, mais très profondément, parfois même financièrement, politiquement, etc., à une partie de l'élite libanaise qui gravite, elle, autour de ce personnage emblématique et très puissant qui est Rafik Hariri au Liban. Rafik Hariri, homme politique et milliardaire, il a été le premier ministre du Liban entre 92 et 98. Bachar comprend qu'il représente un danger pour lui. L'homme est très riche et populaire. Il pourrait bien un jour vouloir desserrer l'emprise qu'exerce la Syrie sur le Liban. Alors, il décide de l'écarter. Pour cela, il fait élire le principal opposant de Hariri, son nouvel ami, le général Laoud, à la présidence de la République du Liban. Bachar peut rentrer à Damas. Cette première expérience libanaise est une réussite. Mais sa victoire n'est pas définitive. Il sait qu'il retrouvera Rafik Hariri sur son chemin, tôt ou tard. En tout cas, il a montré de quoi il était capable. Personne ne peut plus s'opposer à lui pour succéder à son père. Le 10 juillet 2000, l'unique candidat est élu triomphalement président de la République arabe de Syrie avec 97,3% des voix.
La République héréditaire vient de naître. Mais Bachar est-il bien l'homme de la situation? A-t-il les capacités pour dominer le système syrien et imprimer sa marque à un régime taillé de toutes pièces par son père? Le régime des Assad est né en 1970. Cette année-là, Hafez prend le pouvoir. Bachar a 5 ans. La Syrie vient de subir une défaite sans précédent. 3 ans plus tôt, en 1967, elle a perdu aux côtés de ses alliés arabes la guerre des 6 jours. Israël domine la région désormais et occupe le plateau du Golan, cette hauteur stratégique syrienne située tout près de la frontière. Hafez veut prendre sa revanche. Pour bien comprendre Hafez el-Assad, il faut mesurer le choc qu'a été pour lui la défaite de 67 et sa volonté de prendre sa revanche. Assad était un homme d'un grand courage et d'une grande patience. Il était prudent, mais aussi très déterminé à se venger et à rétablir une sorte d'équilibre des forces avec Israël. Ça a été le grand but de sa vie. Pour rivaliser avec Israël, Hafez doit bâtir un État fort en Syrie. Il met en place une dictature, structurée autour du parti Baas, qu'il transforme en parti de masse. Ce parti, dont le nom signifie Renaissance, prônait un nationalisme socialiste, laïque et surtout pan-arabe. Hafez en fait un outil de contrôle de la société. Il s'appuie aussi pour gouverner sur les membres de sa confession, les Alaouites, une secte minoritaire chiite qui ne représente que 10% de la population, alors que 70% des Syriens sont sunnites. Toute forme d'opposition est interdite. Désormais tout puissant, Hafez est prêt à prendre sa revanche sur Israël. Mais rien ne se passe comme prévu. Il subit une nouvelle défaite aux côtés de l'Égypte en 1973, lors de la guerre de Kippour. Le Golan reste israélien. Avec ce nouvel échec, le pouvoir de Hafez est contesté. On lui reproche d'avoir étouffé les libertés et d'avoir laissé le clan qui l'entoure s'enrichir grâce à la mise en coupe réglée de l'économie. Des mouvements de protestation se développent. La confrérie des frères musulmans, l'organisation islamiste sunnite, apparaît comme la seule force d'opposition organisée. Une branche armée dissidente la déborde et lance une série d'attentats. Pendant plusieurs années, le régime a été confronté à une campagne de terreur. D'importantes personnalités alaouites ou des cadres du parti Baas étaient tout simplement abattus dans la rue. En réponse aux attentats, le régime choisit l'épreuve de force et multiplie les arrestations de frères musulmans. Le 26 juin 1980, Hafez échappe de peu à un attentat. Sa réaction est immédiate. Il charge son frère Rifat, qui dirige les brigades de défense, des troupes d'élite composées d'alaouites, de mener la riposte. Le lendemain de l'attentat, ces soldats pénètrent dans la grande prison de Palmyre, où sont incarcérés des centaines de frères musulmans. C'est un massacre. مجموعة اللي قتلوا بالسجن من عصابة الإخوان المسلمين كان حوالي 550 واحد. Ce soldat syrien a été arrêté à Amman en 1981 pour une tentative d'attentat sur le Premier ministre de Jordanie. C'est au cours de son interrogatoire filmé par la police jordanienne qu'il a évoqué sa participation à ce massacre. Ses aveux constitue le seul témoignage connu à ce jour du drame. Palmyre n'est qu'un début. Hafez veut éradiquer les frères musulmans de la scène politique. Il fait adopter la loi numéro 49 qui punit de mort l'appartenance à la confrérie. Une loi restée en vigueur sous Bachar. Le 2 janvier 1982, les frères musulmans se soulèvent et prennent les armes à Hama, une grande ville sunnite située à 200 km au nord de Damas. Hafez charge à nouveau son frère, Rifat,
de réprimer l'insurrection, avec une violence inouïe. L'armée a envoyé des tanks, des avions, a utilisé des roquettes. Des quartiers entiers ont été rasés, ainsi que des mosquées, des églises. L'opération s'appelait Terre brûlée. Les soldats ont détruit tout ce qui se dressait sur leur chemin. Ils ont tué des femmes, des enfants, des vieillards. Ils n'ont reculé devant rien. La violence de la répression de 1982 et des années qui ont suivi, l'interdiction des frères musulmans, les arrestations de beaucoup d'entre eux, tout cela peut s'expliquer par le sentiment qu'avait le régime d'être confronté à une menace existentielle. Pour lui, c'était vraiment tuer ou être tué. Meurtre de masse, viol, torture. Le bain de sang commis par l'armée syrienne dure 4 semaines, dans une indifférence quasi générale. Là non plus, il n'existe aucune image des massacres. Ces photos, prises après la répression, sont les seules qui témoignent des destructions. Plus de 30 ans après, il est toujours impossible d'établir un bilan précis des exactions. Les chiffres varient entre 15 000 et 30 000 victimes. On peut dire qu'il y a eu 20 000 morts. Chez nous, on dit que le sang ne s'oublie pas. Les gens n'oublient pas le sang versé par leurs proches. Les fils n'oublient pas leur père. Les frères n'oublient pas leurs frères. Après Hama, il n'existe plus d'opposition en Syrie. L'idée même d'une société civile a tout simplement disparu. Hafez exerce un pouvoir absolu. Bachar a 17 ans à ce moment-là. Quel regard porte-t-il sur la nature du régime mis en place par son père? Sur les répressions de Palmyre ou de Hama? Quelle influence ces événements ont-ils eu sur sa conception du pouvoir? À la maison, la politique et la vie de famille étaient complètement séparées. On ne parlait pas politique. Et mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que nous menions une vie aussi normale que possible. Et cela malgré les circonstances difficiles que nous traversions dans ces années-là. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي. Damas, 17 juillet 2000. Bachar al-Assad prête serment. Il sait que la tâche qui l'attend est considérable. Le système mis en place par son père est à bout de souffle. Ultra-bureaucratisé, corrompu et inefficace. Un quart de la population active est au chômage. Le régime reposait essentiellement sur ses revenus pétroliers, à tel point que pendant les 3 dernières années de la présidence de Hafez el-Assad, il ne prenait même plus la peine de voter un budget. Il puisait directement dans les recettes. Quand Bachar est arrivé au pouvoir, les revenus du pétrole déclinaient déjà. Il a très vite réalisé que s'il ne faisait rien, s'il ne réformait pas l'économie, le régime allait mourir. Bachar décide donc d'être l'homme de la rupture. Il multiplie les annonces dans son discours d'investiture, ouverture de l'économie à la mondialisation, lutte contre la corruption, réforme de l'administration et de la justice. Ce ton nouveau, libéral et moderne, surprend et séduit. Peut-être quelque chose va-t-il bouger dans ce pays. Enfin. On s'est dit qu'il fallait donner une chance au jeune président, l'héritier Bachar al-Assad. Surtout après le discours d'investiture. Même si on n'était pas tous convaincus que Bachar était capable de changer quoi que ce soit.
ما كنا نعتقد بأن بشار الأسد قادر أن يغير، لكن كنا نعتبر أن علينا مسؤولية أخلاقية أن نعطيه فرصة. Mais on considérait qu'on avait une responsabilité morale de lui laisser la possibilité d'appliquer ce qu'il promettait. On devait l'encourager dans les réformes. La confrérie était réticente, mais elle déclara qu'elle était prête à collaborer avec Bachar el-Assad pour essayer de trouver une issue à la situation et ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du pays. Cela doit se baser sur les libertés individuelles et la fin de la dictature instaurée par Hafez el-Assad. Surtout que lorsqu'il a prêté serment lors de son investiture, il a parlé de liberté, du droit à avoir un avis différent. Il a parlé aussi de revoir l'ancien modèle, ce qui nous a donné le sentiment, à nous et à beaucoup d'autres intellectuels et politiques syriens, que les choses pouvaient changer vers plus d'ouverture et une réconciliation nationale. Le discours de Bachar el-Assad ne séduit pas seulement les Syriens. Au Liban aussi, il y a un homme qui mise sur le nouveau président, c'est Rafik Hariri. Les deux hommes ne s'entendent pas. Bachar a tout fait pour écarter à la fin des années 90 le milliardaire libanais du pouvoir à Beyrouth. Mais Rafik Hariri veut revenir aux affaires. Rafik Hariri sait que c'est avec lui qu'il va devoir compter et composer pour un jour redevenir Premier ministre au Liban. Il sait que c'est grâce à Bachar el-Assad qu'il sera de nouveau l'homme puissant au Liban ou qu'il ne sera plus rien. Et donc, il a essayé de trouver avec le jeune homme qui est arrivé au pouvoir, en offrant évidemment ses ouvertures, ses services, etc., ce qui aurait dû séduire, si vous voulez, le jeune président. Et pour séduire Bachar, Rafik Hariri dispose d'un joker, son vieil ami Jacques Chirac. Il propose au président syrien de l'introduire auprès du président français. Chirac trouve l'idée excellente. Avec l'arrivée au pouvoir de ce jeune homme, le moment est peut-être venu de se rapprocher de Damas pour mieux peser dans la région. Chirac sait très bien que le Liban n'est pas une carte stratégique dans le jeu moyen-oriental. Avoir le Liban avec soi ne vous assure pas de pouvoir vous asseoir à la table des grands lorsque la conférence de paix va s'ouvrir. Pour ça, il faut avoir un lien avec les pays essentiels de la région, comme l'Égypte, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Irak, Israël, etc. Et donc, il se dit, si à travers le corridor libanais, j'arrive à rentrer dans l'espace syrien, je rentre aussi dans le grand jeu moyen-oriental à partir de l'espace syro-libanais. Chirac propose à Bachar de l'aider à moderniser son pays. Des fonctionnaires français partent à Damas, conseiller leurs homologues syriens pour réformer l'administration et la justice. Je remercie Monsieur le Président Jacques Chirac et je souhaite à lui et à Madame Chirac nos meilleurs vœux. Je voudrais dire à vous tous notre hommage. Merci. Grâce au président français, Bachar, le libéral, prend une nouvelle dimension sur la scène internationale. Jacques Chirac entend bien sûr être payé en retour. Voilà ma dot. En contrepartie, il y a mon ami Rafik Hariri au Liban. Tu dois desserrer ton emprise, plus ou moins ton étau sur ce pays, d'autant plus qu'on te part, à toi Bachar el-Assad, qu'on te prête des intentions non seulement réformistes et libéralisatrices en économie, mais réformistes en politique. Jacques Chirac et Rafik Hariri semblent avoir vu juste. En Syrie, Bachar laisse la société civile bouger. C'est une première, depuis des décennies. La parole se libère. Ce que l'on appelle le printemps de Damas démarre. Le docteur Haid participe au mouvement. Cela a commencé avec le manifeste des 99. On a dressé une liste de revendications signée par 99 intellectuels. Des écrivains, des auteurs, des artistes, des cinéastes.
Cela a été une grande surprise pour les gens du régime. Ils ne pouvaient pas se dire que dans cette grande fosse commune dans laquelle ils avaient enterré la société civile, il y avait encore 99 personnes bien vivantes pour réclamer la fin de l'état d'urgence, le respect des libertés fondamentales, l'autorisation de créer des partis ou des syndicats. Le mouvement gagne du terrain. Ce manifeste des 99 devient le manifeste des 1000. Des groupes et des forums de discussion s'ouvrent et se répandent dans tout le pays. Ce qui n'était pas surprenant, c'était le besoin de parler. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était que les gens se sentaient libres d'aborder tous les sujets politiques, y compris la nature communautaire du régime. Et là, le pouvoir a évidemment paniqué. C'est à ce moment qu'a démarré le resserrement sécuritaire. Et dans un entretien accordé à une journaliste américaine, Bachar al-Assad a dit que ceux qui se disent libéraux, démocrates, sont en fait des gauchistes et des agents pro-occidentaux et pro-américains. C'est la première fois qu'il entrait en confrontation avec les intellectuels. Bachar comprend que cette sorte de perestroïka qu'il a laissé se développer est en train de lui échapper. Même si le mouvement ne touche que les cercles intellectuels, il menace les fondements même de son régime. Et il décide de reprendre la main. Dès le printemps 2001, les arrestations se multiplient. En quelques mois, les 10 leaders du printemps de Damas sont sous les verrous. Ses opposants, des hommes d'affaires, des universitaires ou des députés, seront tous condamnés à des peines de plusieurs années de prison. Après l'arrestation des 10, j'ai été convoqué dans le bureau du responsable des services de sécurité du parti Baas. Ils ont voulu dialoguer avec moi. D'un côté, ils arrêtaient certains, et dans le même temps, ils parlaient avec d'autres. C'est cette idée de jouer sur la peur ou la séduction pour mieux diviser. Le docteur Haid refuse les offres du régime. Il est exclu de l'université. Arrêté plusieurs fois, il parviendra à quitter la Syrie et à gagner la France en 2008. Le printemps de Damas a duré moins d'1 an. Bachar a tranché, l'ouverture politique appartient définitivement au passé. Comme son père avant lui, il refuse la moindre contestation. Il place ses proches, c'est-à-dire son clan familial, au poste clé. Son beau-frère, le général Assef Chaukat, prend la tête des renseignements militaires. Son petit frère, Maher, dirige la garde présidentielle et la 4e division blindée, les fers de lance du système répressif. Même sa politique de réforme économique devient un outil de contrôle de la société. Tout homme d'affaires qui veut participer à des opérations économiques doit avoir un lien quelconque avec la famille, les services de renseignement ou le parti. Et il ne peut en aucun cas avoir une activité économique indépendante. Sinon, le régime utilise tous les moyens de pression possibles pour qu'il fasse faillite. Le mécanisme sécuritaire gère les affaires économiques. Bachar a créé une nouvelle classe d'hommes d'affaires alaouites. Ils existaient, mais ils n'étaient pas aussi riches que les commerçants d'Alep ou de Damas. Rami Marlouf, le cousin du président, est le plus important de ces businessmen alaouites. Il rafle toujours les meilleurs contrats, comme par exemple les concessions de téléphonie mobile, qui ont rapporté beaucoup d'argent en Syrie, et qui en rapportent encore aujourd'hui. La fortune personnelle de Rami Marlouf, le cousin de Bachar, est estimée à 6 milliards de dollars. Téléphonie mobile, luxe, tourisme, immobilier, pétrole, banque, médias, rien ne lui échappe. Il incarne à lui seul le système de prédation économique du clan Assad. Et c'est pour cela que les Syriens le détestent.
Un tel système ne permet pas au marché du travail d'absorber une population qui ne cesse de croître. Les Syriens sont 21 millions, ils étaient 10 millions en 1980 et 50% d'entre eux ont moins de 20 ans. La corruption est devenue le ciment de ce régime minoritaire. Ce n'était plus le baassisme, ni même le fait de contrôler les institutions de l'État ou les postes clés. Non, en l'absence de réforme, c'est la corruption qui était et est toujours le moteur de ce régime. Il n'y a pas eu d'ouverture économique, mais la mise en place de lois qui ont favorisé la cour qui entoure Bachar et ses proches. Cela les a rendus plus riches alors que le peuple devenait plus pauvre. D'après les statistiques internationales, chaque année, la pauvreté gagne du terrain. Plus de 60% des Syriens vivent maintenant sous le seuil de pauvreté. Une nouvelle élite règne désormais sur la Syrie, le clan des Assad, avec au sommet Bachar. Si vous vous isolez, vous échouez. La chose la plus importante, bien plus que de lire des rapports, c'est de se confronter à la réalité. N'importe quelle réalité, au bureau, au restaurant, avec les gens sur le terrain. C'est le seul moyen de réussir au poste de président. C'est ce que j'ai appris. La peur de l'isolement. Au plan international aussi, le régime de Bachar va y être confronté. Le 11 septembre est un cataclysme qui bouleverse radicalement la donne géopolitique au Moyen-Orient. Les attentats sont l'œuvre de 19 pirates de l'air, tous membres d'Al-Qaïda. À Damas, Bachar comprend immédiatement le danger que peut représenter cet islamisme radical sunnite pour son régime. Ce régime alawite, donc cousin des chiites, pas des sunnites, minoritaire, n'a pas de sympathie pour l'extrémisme sunnite. Et encore moins pour le salafisme, qui est la forme violente, organisée de l'extrémisme sunnite. C'est un extrémisme dangereux, potentiellement, pour un régime comme le régime syrien. Donc, d'une certaine façon, à partir du 11 septembre, la Syrie devient disponible pour une coopération plus grande, même à condition que ça ne se voit pas trop. Les services de renseignement syriens ont coopéré avec nous. C'est bien connu. Cette coopération a porté sur Al-Qaïda et uniquement sur Al-Qaïda. De notre point de vue, la contribution syrienne s'est révélée utile. Je pense que la Syrie a collaboré parce que le régime Assad voyait Al-Qaïda comme une menace. Ce rapprochement américano-syrien ne peut pas durer. George Bush n'entend pas se limiter à la lutte contre le terrorisme. Il est beaucoup plus ambitieux. Il veut démocratiser le Moyen-Orient par la force, c'est-à-dire par la guerre, pour faire reculer l'islamisme et apporter la prospérité. La cible suivante, c'est l'Irak. Une fois le régime de Saddam Hussein balayé, les autres dictatures de la région tomberont. C'est la théorie des dominos, chère aux stratèges néoconservateurs américains. Mais avant de lancer ses boys sur Bagdad, Bush compte ses alliés dans la région. Le président n'a cessé de le répéter. Vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Et la plupart des régimes arabes se sont rangés à nos côtés, à l'exception d'un seul, la Syrie, sachant que l'Iran n'est pas un pays arabe. À partir de là, nos relations avec la Syrie ont commencé à se dégrader. Damas refuse de s'éloigner de l'Iran, du Hamas ou du Hezbollah. Autant d'alliés qui sont les ennemis de l'Amérique. Pire encore pour Washington, Bachar s'est même rapproché de l'Irak. Nous avons commencé à découvrir que le vieil oléoduc entre l'Irak et la Syrie fonctionnait. Le gouvernement syrien disait « Non, non, on fait juste des tests.
Ils l'ont testé au point qu'il faisait passer 250 000 barils par jour. Grâce à ce pipeline, Damas se procure du pétrole irakien à bas prix qu'il revend sur le marché mondial. Une intervention en Irak lui ferait perdre cette source vitale de revenus et mettrait l'armée américaine à ses portes. Pour Bachar, il n'en est pas question. Le 20 mars 2003, l'opération Liberté en Irak démarre. 250 000 soldats américains envahissent le pays. Moins de 3 semaines plus tard, le régime irakien tombe. Le succès américain est total pour le moment. Le 3 mai, le secrétaire d'État américain Colin Powell est à Damas. Son message est clair. Bachar doit choisir son camp et le bon. Sinon, Syria can continue direct support for terrorist groups and the dying regime of Saddam Hussein, or it can embark on a different and more hopeful course. Either way, Syria bears the responsibility for its choices and for the consequences. Derrière ses sourires diplomatiques, Bachar sait que la situation est grave. Après l'Irak, les soldats américains pourraient bien se tourner vers la Syrie. Les dirigeants syriens ont commencé à se persuader qu'ils étaient les prochains sur la liste. Mais pour eux, la conspiration n'était pas seulement américaine. Ils voyaient la main d'Israël derrière les États-Unis. Et ça les obsédait. En Syrie, tout le monde est paranoïaque avec le complot juif. C'est le sport national. Mais là, le régime voyait tous les éléments s'assembler de telle manière qu'il a commencé à croire qu'il existait une réelle tentative de renverser le régime des Assad. Bachar joue alors la carte de la résistance au grand Satan américain. Et il gagne au passage l'estime de la rue arabe, une rue arabe opposée à la politique de Bush. Après avoir lutté contre l'islamisme radical à la suite du 11 septembre, il s'en fait maintenant le défenseur. La Syrie devient le point de ralliement des combattants de la guerre sainte contre les Américains en Irak. Ces gens venaient de partout, de Libye, du Maroc, de Tunisie, du Koweït, d'Arabie Saoudite, de partout. Et comment ils se rendaient en Irak? En passant par la Syrie. Ils savaient parfaitement que les Saoudiens, les Jordaniens et les Koweïtiens surveillaient leurs frontières, mais pas la Syrie. À plusieurs reprises, nous sommes allés voir les Syriens, avec des preuves. Nous leur avons dit clairement ce qu'ils devaient faire s'ils voulaient mettre un terme à cet afflux. Arrêter de donner des visas à ces gens, contrôler qui passait par l'aéroport de Damas. Il existait à l'évidence un réseau logistique de transport de l'aéroport de Damas à la frontière irakienne. Et les Syriens ne faisaient aucun effort pour contrôler leurs frontières. La stratégie syrienne est payante. En Irak, les attentats se multiplient, les pertes américaines augmentent, les États-Unis sont bel et bien embourbés. George Bush veut faire plier Damas. Mais comment? L'aide va venir de Jacques Chirac, pourtant fermement opposé quelques mois plus tôt à la guerre en Irak. Il faut dire qu'à Paris, on est très déçu par Bachar el-Assad. Il y a eu une certaine désillusion puisqu'il y avait cette attente donc très forte de la part de la France, du président de la République, et on a bien vu que l'évolution interne en Syrie ne correspondait pas aux attentes françaises et compte tenu de notre engagement politique auprès de Bachar el-Assad. Pire même, Chirac se sent trahi. Il comprend que Bachar ne bougera jamais sur le Liban et qu'il veut prolonger le mandat du très pro-syrien Émile Laoud à la présidence de la République. Rafik Hariri, redevenu Premier ministre, est ulcéré. Rien ne changera donc jamais pour les Libanais.
Chirac veut profiter de l'occasion pour imposer de nouvelles règles du jeu entre Damas et Beyrouth. Je savais que pour faire plaisir à son ami, M. Hariri, M. Chirac voulait que moi je ne sois pas reconduit et que le président Bachar quitte le pouvoir. Début juin 2004, Jacques Chirac accueille George Bush en Normandie pour les cérémonies anniversaires du débarquement allié. Il lui soumet son projet. Jacques Chirac a clairement dit à George Bush, si vous voulez faire, vous les Américains, du vrai régime change, sans grabuge, on le fait en Syrie et on peut le faire uniquement en forçant la Syrie de se retirer du Liban. Si les forces syriennes sortent humiliées du Liban, le régime syrien ne s'en relèvera pas. George Bush a écouté le président français à sa grande surprise. Puis il a pris la parole, si je me souviens bien, pour dire « Jacques, je suis d'accord avec chacun de vos mots. Voilà un domaine où nous pouvons coopérer. » Paris et Washington préparent ce qui va devenir la fameuse résolution 1559. L'idée, faire voter à l'ONU un texte exigeant le retrait des troupes syriennes du Liban, le respect des règles constitutionnelles libanaises et le désarmement des milices, c'est-à-dire du Hezbollah. Pour Bachar, ce projet franco-américain s'apparente à une déclaration de guerre. Il ne lâchera jamais le Liban. Ce pays lui est vital. Il représente à la fois une rente économique, un atout politique et un enjeu stratégique. Parmi les nombreuses choses dont Bachar el-Assad a hérité de son père, il y avait le Liban. Il était essentiel de conserver l'influence syrienne au Liban et de s'assurer qu'aucun gouvernement hostile ne s'y installe. Cet héritage remonte à 1976. Le Liban est alors en pleine guerre civile. Son père, Hafez, y envoie ses soldats pour le stabiliser. Et il y a une autre raison à cette intervention, une raison beaucoup plus profonde, historique. La Syrie n'a jamais accepté l'idée d'un Liban indépendant. Pour elle, ce petit pays fait partie de sa zone d'influence traditionnelle. Les deux pays sont intimement liés par des liens familiaux, commerciaux. Il serait difficile de trouver un Syrien qui n'est pas venu se faire soigner au Liban ou un Libanais qui n'aurait pas fait ses courses au souk de Damas. C'est une relation très étroite. Il peut y avoir parfois des disputes, mais jamais de divorce entre le Liban et la Syrie. C'est impossible. L'autre facteur, c'est que si vous regardez une carte, vous verrez que Damas est au sud, à seulement une vingtaine de kilomètres de la frontière libanaise. Donc, aucun gouvernement syrien ne peut tolérer un gouvernement libanais qui lui serait hostile. Mais Israël refuse que la Syrie profite de la guerre civile libanaise pour dominer le pays et la région. L'armée israélienne pénètre à son tour au Liban en juin 1982 et prend Beyrouth. Pour Hafez, c'est une catastrophe. Ce pays est à lui. Il doit le récupérer. Pour cela, il a besoin d'alliés et il se tourne vers la jeune République islamique d'Iran. La Syrie de Hafez al-Assad a momentanément tout perdu dans la région et essentiellement au Liban. C'est à ce moment-là que les deux acteurs, Syrie et Iran, ont un intérêt à travailler ensemble très fortement, main dans la main, sur le terrain libanais pour reprendre l'avantage contre le camp occidental. Chacun pour des calculs propres à lui. C'est d'ailleurs dans ce moment-là, exactement, techniquement, que va naître cet objet qu'est le Hezbollah dont on parle aujourd'hui. Cette organisation, qui veut résister à la présence d'Israël, recrute dans la communauté chiite libanaise. L'Iran en est le créateur, la Syrie le soutien logistique, l'axe chiite Iran-Hezbollah-Syrie est né. Et le Liban plonge dans une violence toujours plus insoutenable. C'est le règne des milices, des factions, du terrorisme.
des drames de prise d'otages, des drames d'attentats, etc. Et bien sûr, il y avait toujours des pistes syriennes. Il y avait à peu près jamais uniquement des pistes syriennes. Et il y avait toujours des interrogations presque impossibles à clarifier sur jusqu'où ça remonte. Donc on voyait bien que ça tournait toujours autour des mêmes pays, mais le degré exact de décision, de conduite, n'était pas facile à prouver en fait. Le Liban est un tas de ruines. La Syrie et ses alliés obtiennent gain de cause. Israël, incapable d'assurer un semblant d'ordre, se retire de la plus grande partie du pays. Hafez a gagné. Les accords de Taïf, en 1989, parrainés par la communauté internationale, mettent fin à la guerre civile et consacrent le rôle de la Syrie au Liban. Damas exerce désormais un quasi-protectorat sur le pays du Cèdre. Cette mainmise syrienne sur le Liban, Chirac et Bush ont donc décidé d'y mettre un terme avec leur projet de résolution. Bachar al-Assad, fidèle à l'héritage de son père, refuse de céder. Émile Laoud restera président. Au Liban, c'est moi qui fais la loi et je vous rappelle que c'est vous qui m'avez donné la permission de faire la loi. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a eu le 11 septembre, parce que vous avez décidé de faire du régime change et de changer les règles du jeu dans la région que je vais me soumettre unilatéralement à cette question. Je croise le fer et pour croiser le fer, premier point à mon agenda, je maintiens au Liban la personne qui est devenue emblématiquement la plus proche de moi, et la personne qui est emblématiquement pour vous l'ennemi à abattre parce qu'il est l'ennemi de votre ami qui est Rafik Hariri au Liban. Le bras de fer est engagé. Le 2 septembre 2004, l'ONU vote la fameuse résolution 1559. Dès le lendemain, Bachar impose au Parlement libanais de reconduire Émile Laoud à la présidence de la République. Le maître de Damas vient de déclarer la guerre à la communauté internationale. It is clear that Lebanese parliamentarians have been pressured and even threatened by Syria and its agents to make them comply. À Beyrouth, le camp anti-syrien prend peur. En octobre, le député Marwan Amadé, très proche de Hariri, est victime d'un attentat. Sa voiture explose, il s'en sort miraculeusement. 4 mois plus tard, le 10 février 2005, l'envoyé spécial de l'ONU au Liban, Terje Redlarsen, dîne à Beyrouth avec Rafik Hariri. Au cours de ce dîner, j'ai formellement recommandé à Hariri de quitter Beyrouth, sur la base d'informations que j'avais eues lors de différentes réunions. J'avais le pressentiment très fort que sa vie était en danger. Redlarsen s'apprête à quitter le Liban. Hariri lui téléphone, très inquiet. Il lui demande d'organiser une rencontre avec les Syriens pour calmer la situation. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que je tenterais une démarche pour restaurer les relations avec les autorités syriennes. J'ai proposé que Rafik Hariri rencontre le plus haut diplomate syrien en Europe. J'ai appelé ce dernier au téléphone. Il m'a rappelé ensuite et il m'a dit qu'il n'était pas autorisé à venir. Trois jours après ce coup de téléphone, le 14 février 2005, une énorme déflagration secoue le centre de la capitale libanaise. Une camionnette piégée vient de faire exploser le convoi de Rafik Hariri. L'ancien Premier ministre, ainsi que 22 autres personnes, meurent dans l'attentat. Ce drame prend immédiatement une dimension mondiale. Tous les regards se tournent spontanément vers Damas. Dès le lendemain, Jacques Chirac est à Beyrouth, au chevet de la famille Hariri. Ça a été un choc pour le président de la République, parce qu'on avait assassiné son ami. Et donc, la part d'affectif s'est traduite, effectivement, par l'interruption de ce dialogue politique que nous avions avec la Syrie. On pourrait dire que c'était une quasi-rupture. À Beyrouth,
Des centaines de milliers de Libanais descendent dans la rue. Ils réclament la vérité sur la mort d'Hariri et le départ des troupes syriennes. La révolution du Cèdre vient de commencer. À l'initiative de la France et des États-Unis, l'ONU met en place une commission d'enquête internationale. Le régime syrien est totalement isolé. Bachar évacue ses 15 000 soldats du Liban après 29 ans de présence. Pour lui, ce retrait est une véritable humiliation. Comme je l'ai dit au président syrien, un nuage noir planait au-dessus de lui depuis l'assassinat de Hariri. Et ce nuage noir n'était pas parti avec le retrait des troupes syriennes du Liban. Le pouvoir syrien était en proie à des inquiétudes très sérieuses. On le sentait clairement en parlant avec ses dirigeants. Après la crise au Liban et le retrait de l'armée syrienne, l'opposition syrienne n'a plus eu peur. Elle s'est mobilisée. Dans les meetings et les réunions, les gens parlaient de démocratie. Ils parlaient très ouvertement. Ils critiquaient le régime, publiquement, comme pendant le printemps de Damas. Mais cette fois-ci de manière mieux organisée. Les intellectuels syriens publient la déclaration de Damas, une plateforme démocratique réunissant tous les opposants, y compris les frères musulmans. Bachar subit une autre menace, plus grave, car elle vient de l'intérieur du régime. Pour la première fois, des rumeurs de coup d'État grondent, des personnalités disparaissent. Il est de plus en plus contesté. Le général Ghazi Kanaan, ancien responsable des services secrets syriens au Liban, est retrouvé suicidé. L'homme en savait-il trop sur la mort d'Hariri? Un vieux fidèle de son père, Abdel Halim Khadam, ancien vice-président, quitte le pays et se réfugie en France. Il y dénonce l'implication directe de Bachar dans l'assassinat de Hariri. L'étau se resserre quand l'ONU crée un tribunal international chargé de juger les assassins de Rafik Hariri. La chute de la maison Assad semble imminente. Bachar doit réagir, et vite. Le 10 novembre 2005, il prend la parole à l'université de Damas. Just to give you an indication of how bad the situation obviously was for him, he started out his speech. Cela allait tellement mal pour lui qu'il a commencé son discours en reconnaissant que des rumeurs circulaient sur son compte. Il a déclaré « Je sais qu'on dit beaucoup que j'ai l'air pâle et que je suis stressé. Mais moi, je vous le dis, j'ai juste été un peu malade. Et si j'aborde ce sujet, c'est que je ne veux plus jamais en entendre parler. » Dans ce même discours, il a dévoilé son plan pour sauver le régime. C'était simple. C'est moi ou le chaos. Il a aussi expliqué que la résistance à Israël et une meilleure place accordée à l'islamisme étaient désormais à l'ordre du jour. Le président syrien a fixé le cap, celui de la résistance face à l'Occident. Pour cela, il resserre ses liens avec l'Iran et le Hezbollah, c'est-à-dire avec l'axe chiite mis en place par son père. Sur un plan économique, il y a en ce moment d'énormes investissements iraniens en Syrie. Dans le domaine du tourisme, par exemple.
Sur les plans sécuritaires et militaires, des accords ont été passés entre la Syrie et l'Iran. Il y a aussi le chiisme, qui s'étend rapidement dans la population syrienne, ce qui n'existait pas du temps de Hafez. On dit que Bachar al-Assad est beaucoup plus influencé par Nasrallah que ne l'était son père. Bon, Nasrallah est son aîné, donc il l'impressionne. Hafez, lui, privilégiait ses intérêts politiques, alors que Bachar est très influencé par la culture du chiisme et par le charisme de Nasrallah. Juillet 2006. Israël bouleverse toute la région. Son armée bombarde le Liban et envahit le sud du pays. Après l'enlèvement de 3 de ses soldats par le Hezbollah, Israël veut en finir avec l'organisation chiite. À Damas, Bachar s'inquiète. Si le Hezbollah est détruit, il perd sa dernière carte au Liban. À l'époque, on craignait que la Syrie intervienne. On ne voulait pas que cela se produise. C'est pour ça que nous avons fait tous les efforts possibles, y compris des messages directs et indirects, verbaux et écrits, ainsi que des mouvements de troupes, pour faire comprendre aux Syriens que nous ne voulions surtout pas qu'ils s'impliquent dans cette guerre. Bachar a compris que la ligne rouge qu'il franchirait en intervenant lui coûterait très cher. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Même sans l'aide directe de la Syrie, le Hezbollah parvient à résister à Israël, qui se retire du Liban après 1 mois et demi de bombardement. L'axe chiite a gagné. Bachar refait surface. كانت عبارة عن مزيد من الفشل لإسرائيل ولحلفائها ولأسيادهم والمزيد من الرسوخ للقوى الوطنية الملتفة حول المقاومة وتجذر فكر المقاومة في عقول وقلوب مئات الملايين في المنطقة العربية. Il sent à ce moment-là aussi qu'il est quelque part devenu enfin l'héritier de Hafez Assad, c'est-à-dire qu'il est sorti du baptême du feu, du premier et vrai baptême du feu, victorieux et donc transformé, donc durci. À Paris, le nouveau président français, Nicolas Sarkozy, prend acte du retour de Bachar. Pour lui, le moment est peut-être venu de rompre avec la politique d'isolement de la Syrie, suivie par Jacques Chirac. Et cette réconciliation pourrait avoir lieu sur le dossier libanais. Le pays est toujours dans l'impasse. Depuis la mort de Rafik Hariri, les assassinats d'hommes politiques et de journalistes, tous opposés à Damas, se multiplient, une véritable hécatombe. Et le Hezbollah paralyse le pays en empêchant la formation d'un gouvernement. Sans le président syrien, aucune stabilisation du Liban n'est possible. Il faut renouer le dialogue. J'ai rencontré le président Chirac parce que je ne voulais pas ne pas connaître son avis. Tant fut grande à son époque la peine et l'animosité après l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri. Il n'était pas hostile du tout. Il me connaissait bien et il a dit « Vous ferez ce que vous pourrez, mais vous savez, vous n'empêcherez pas quelque chose. Ce sont des menteurs. Ils font profession de mentir. » C'est moi qui ai ajouté ça. Moi, je le savais aussi. Vous avez raison d'essayer, mais ils nous ont toujours menti. Fort de ce conseil, le diplomate français s'envole pour Damas. Et la situation au Liban se stabilise. Les assassinats ciblés s'arrêtent. La vie politique reprend son cours, sans violence. Nicolas Sarkozy ne veut pas s'arrêter là. Il cherche maintenant à convaincre la Syrie de s'éloigner de l'Iran et du Hezbollah. En contrepartie, Damas retrouverait toute sa place sur la scène internationale. Et Bachar est invité à assister au défilé du 14 juillet 2008 sur les Champs-Élysées. Vous avez bien compris que nous entamons de nouvelles relations
Pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines. Des relations structurelles, stratégiques, et que naturellement, la vitesse du développement de ces relations sera fonction non plus seulement des discours, des promesses, des paroles, mais des preuves et des faits, d'un côté comme de l'autre. Et la Syrie fait des gestes. Elle reconnaît l'indépendance du Liban, une première dans l'histoire des deux pays, et procède à un échange d'ambassadeurs. Même Saad Hariri, le fils de Rafik, devenu Premier ministre à son tour, reconnaît le nouveau rôle positif joué par Bachar. Quelques années plus tôt, il l'accusait du meurtre de son père. Un autre leader libanais, grand ami politique de son père, prend lui aussi le chemin de Damas et se rend au palais du président syrien. Non sans une certaine appréhension. Le palais présidentiel à Damas, l'entrée ressemble étrangement à la chancellerie de Reichstag, pas de Reichstag, la chancellerie d'Hitler, étrangement. Mais dans une situation beaucoup plus favorable, parce que ça domine tout Damas. Alors on arrive à l'entrée, à l'une des entrées, et pour traverser, pour parcourir de l'entrée jusqu'à l'entrée du bureau de Bachar al-Assad, il y a au moins 200 mètres à parcourir. J'étais un peu impressionné, j'ai eu peur, oui j'ai eu peur. Et s'ouvre la porte, et il était très cordial, le type que j'avais insulté d'une façon effrontée, très cordial, m'invite, me dit, juste avant de m'asseoir, me dit, je ne veux pas parler du passé, j'ai oublié le passé, parlons du futur. Bachar a réussi son pari. Il est de nouveau incontournable au Moyen-Orient. Surtout, il a mis en échec la stratégie française. Il n'a jamais eu l'intention de s'éloigner de l'Iran ou du Hezbollah. Et au Liban, il tire à nouveau toutes les ficelles. L'existence reconnue d'un Liban est déjà un progrès. Insuffisant, car comme ils sont très malins, ils vont s'en servir après. Ils ont avancé pour mieux reculer ou reculer pour mieux avancer. Mais quand même. Ça a ressemblé à un geste d'amateur, avec une réflexion à court terme. Ça n'a pas été préparé correctement. Ce n'est pas que les Français ne connaissent pas la Syrie et le Liban, mais je pense que pour créer un levier, vous devez préparer secrètement le terrain. Et un personnage de la stature de Sarkozy ne devrait se jeter à l'eau que quand tout est prêt. Mais il a voulu préparer cela lui-même, de façon immature. Enfin, nous n'avons pas exigé beaucoup en échange. Je crois que nous aurions-nous pu, j'en sais rien. Le pouvoir français savait-il que lorsque Bachar el-Assad assistait au défilé du 14 juillet 2008, 10 jours auparavant, l'armée syrienne avait réprimé une mutinerie dans la prison de Seydnaya, à 30 km de Damas. Plusieurs dizaines de prisonniers politiques y avaient été massacrés, en toute impunité. Bachar s'est même lancé dans un programme nucléaire militaire avec l'aide de la Corée du Nord. L'aviation israélienne a détruit ses installations, mais peut-être en reste-t-il quelque part. Comme homme politique, j'ai toujours eu un comportement transparent. Il faut être aussi transparent que possible avec les gens. Ils vous soutiendront même si vous faites des erreurs, parce que vous êtes honnête. C'est très important. Dites j'ai fait telle erreur parce que j'avais mes raisons. Ne dites pas quelqu'un m'a dit ou je ne savais pas. Non, vous saviez et vous êtes responsable. Chaque erreur que ce gouvernement fait, j'en suis le seul responsable. Les Occidentaux ont toujours considéré Bachar el-Assad comme un acteur encombrant, certes, mais inévitable au Moyen-Orient. Trop longtemps, ils n'ont voulu voir en lui qu'un président jeune, donc moderne, et surtout populaire. Alors, ils ont occulté la corruption, les atteintes aux droits de l'homme, la répression féroce, les tortures systématiques d'opposants, bref, la véritable nature de son régime. En décembre 2010, le président syrien est une nouvelle fois l'invité de la France à Paris. Des opposants tiennent alors des propos que personne ne veut entendre. Le régime génère ses propres crises. Elles vont le dévorer de l'intérieur. Elles vont lui imposer des changements. Bachar ne pourra pas faire taire la société syrienne à l'heure d'Internet. Il ne peut plus empêcher l'opposition de parler. Hafez el-Assad pouvait emprisonner pendant 20 ans les gens sans que personne n'en sache rien. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse s'habituer à l'injustice.
L'injustice mène à la frustration, à l'ébullition, puis à l'explosion. Le fait que cela dure depuis si longtemps, cela ne veut pas dire que la population accepte cela ou qu'elle s'y est habituée. Cette stabilité du régime n'est qu'apparente. En réalité, ce régime est instable et menacé de tomber à tout moment. Mars 2011. Dans la foulée des révolutions en Tunisie et en Égypte, des Syriens se soulèvent. Après 40 ans de dictature et de répression, ils réclament l'instauration de la démocratie. Ils manifestent sans violence. Les mots sont leurs seules armes. Comme son père avant lui, Bachar el-Assad réprime. Bouclage du pays, emprisonnement, torture, exécution, bombardement. Des centaines et des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Le régime n'a rien appris, rien compris. De père en fils, les Assad ne connaissent que la force. Contrairement au massacre commis par son père à Hama en 1982, cette fois-ci, le monde entier sait et voit ce que Bachar fait subir à son peuple. Avec un courage inouï, des Syriens filment tout ce qu'ils peuvent et postent les vidéos sur Internet. Personne ne pourra dire « on ne savait pas ». En quelques semaines, des dizaines de villes rejoignent la contestation. Le mouvement ne s'arrête plus. Des femmes, des hommes, des enfants descendent dans la rue, toujours plus nombreux. Ils veulent désormais la chute d'un régime dont ils n'attendent plus rien. Le clan des Assad est condamné à tomber, tôt ou tard. Et toujours à propos de la situation